passons à autre chose et lâchons le plaisir total. Nous arrivons à l'émulation. Alors, je reviens un peu sur ce que je disais au début. L'émulation au début des années 2000, d'un seul coup, on découvre que on peut refaire toutes les consoles de notre enfance et même celles qu'on ne pouvait pas s'acheter. L'émulation, au fur et à mesure, ça prend de l'ampleur. Bon, faut pas se mentir parce que si les jeux, on trouve les ROM et c'est gratuit. Internet arrive, ça devient facile à télécharger. Les jeux sont petits. Bref, tout devient plus facile. Mais pour moi, le tournant de l'émulation, parce que on est quand même sur la contrainte de jouer sur son ordinateur, machin, tout ça. Et la révolution, vraiment, là, de l'émulation, c'est le Raspberry Pi. Tout à fait. Ah, clairement. Enfin, c'est pas de l'émulation, en fait. Pour moi, ce truc, je vais pas dire que c'est comme l'avènement de la micro-informatique grand public, quoi. Hein. C'est pas une révolution à ce point-là, quoi. Mais ça, c'est un tournant. C'est un marqueur historique. C'est un peu un retour d'ailleurs à ça, parce que la base de Raspberry Pi s'est inspiré justement des premiers ordinateurs qui étaient faits pour bidouiller, pour programmer. Et quelque part, il y a aussi un effet de retour à cette idée-là. Mais effectivement, pour l'émulation, c'est une super plateforme parce que bon, elle est assez puissante maintenant pour faire tourner la plupart des jeux, à part peut-être Dreamcast, ça tourne pas bien. Dernière nouvelle, j'avais jamais réussi à avoir des bons résultats. Nintendo 64, j'avais eu des trucs assez aléatoires, mais toutes les générations. Il faut de l'overclock en fait sur ces machines. Ouais. Mais toutes les générations précédentes, fonctionnent parfaitement. Et puis comme disait Polo, il y a toute cette industrie qui s'est développée autour des boîtiers. Et on a aujourd'hui un écosystème qui est super personnalisable, que ce soit pour quelqu'un qui veut juste se faire quelques petits jeux sur une petite console rétro, que pour des gens qui veulent carrément passer à l'étape supérieure et se faire un cabinet d'arcade ou une console portable ou que sais-je encore. Il y a tellement d'options qui sont faisables. Ouais, t'as les mini-cabs aussi, c'est vrai, c'est un sujet aussi, c'est un sujet connexe, clairement. Et c'est une nouveauté, voilà, maintenant il y a carrément des mecs qui se spécialisent dans la vente de mini-bandes d'arcade, que ce soit demi-hauteur, soit meuble complet. T'as des groupes Facebook de gens qui se font leur borne à la maison. Moi, je me souviens quand j'étais gamin, dans la grande époque de l'arcade, quoi, hein, donc on va dire à la fin des années 90, mais le rêve ultime, c'était d'avoir sa borne à la maison, quoi. On pensait même pas à la Ferrari ou à la Porsche ou quoi, tu vois. C'était, oh là là, purée, si j'en avais une, et t'imagines, si j'en avais deux et tout, mais ce serait incroyable, une borne à la maison, je pourrais jouer autant de fois à Street Fighter 2 que je veux, sans mettre de pièces de 10 balles dans la machine. Enfin, c'était le summum de l'accomplissement d'une vie, quoi, tu vois. J'exagère, mais pas beaucoup. Ah ouais, pas beaucoup. Pour l'époque, dans le contexte de l'époque, hein, on peut bien apprécier les choses. Et aujourd'hui, tu dis, la carte, elle est comme ça, elle vaut 30 balles, le machin, il te bouffe rien comme jus. Il est dans un boîtier qui a une taille de boîte d'allumettes et t'as tout. Je veux dire, les ROM sets complets Neo Geo, arcade, machin, mais je veux dire, à l'époque, c'était impensable techniquement. Tu pouvais même pas l'imaginer en fait, quoi. Tu vois, même dans tes rêves les plus fous, c'était pas possible en fait. C'est un truc, tu pouvais pas y penser. Une cartouche Neo Geo à l'époque, je sais pas, mais c'est grand comme ça, quoi. C'est un énorme cube. Raspberry Pi. C'est une carte comme ça. Ouais, non, c'était pas envisageable. Pour bien comprendre donc, le concept, le Raspberry Pi, c'est, on va dire, un mini-ordinateur, un espèce d'ordinateur miniaturisé. C'est clair. Ouais, c'est un ordinateur rare, mais... Voilà, qui a juste, avec des ports, du coup. L'idée là, quand vous allez vouloir partir sur l'émulation du rétro gaming, c'est vous mettez dans une coque, alors quitte à y être, ou dans une borne, mais quitte à y être, tapez-vous le trip, effectivement, achetez-vous une coque qui ressemble à vos anciennes consoles, c'est franchement mais pas carrément, cher. une rétro-flag obligée, quoi. Ouais, c'est bien foutu, vous avez tous les tutos sur internet, c'est vraiment pas galère. Et après, sur une carte SD, vous n'avez plus qu'à installer un logiciel pour faire tourner tout ça. Du type Recalbox, ce genre de choses. Voilà. Et après, utiliser vos backups des jeux que vous possédez. Voilà, des jeux de votre collection, de votre étagère de jeux Neo Geo. Et
et c'est parti. Effectivement, chez 8BitDo, vous allez trouver toutes les répliques de manettes qu'il vous faut. Ah bah oui, t'as la boîtier, t'as le boîtier, t'as la manette. Et après, on peut mettre ça, effectivement, on peut se construire sa bande. Non, puis il y a l'émulation, je suis assez conscient des problèmes légaux que ça apporte. Et je veux bien quelque part, je trouve légitime aussi que Nintendo ou Sega ou SNK ou d'autres éditeurs revendent leurs vieux jeux, parce que c'est toujours leur jeu et s'ils sont bons, ils méritent toujours d'être payés dans la mesure possible, que ce soit pas non plus une arnaque complète, qu'il y ait du contenu derrière et que le prix soit pas trop prohibitif. Mais par contre, l'émulation, ça permet d'une part de jouer à des jeux qui ne seront probablement jamais réédités, sur des plateformes qui sont complètement obscures. Je veux dire, il n'y aura jamais sans doute d'Amstrad CPC Mini ou de Vectrex Mini ou je sais pas quoi. Commodore attendait le coup, mais... mais c'était pas très réussi. D'ailleurs, on pouvait le mettre dans les échecs aussi, parce que c'était un sacré fail, le Commodore 64 Mini. Il y avait aussi encore pire, il y avait une espèce de ZX Spectrum portable sur je sais plus quel site de financement participatif, qui était une catastrophe au final. Mais voilà, je veux dire, ça permet de jouer à ces jeux-là, et puis il y a aussi tout le problème, ce qu'on a dit, des jeux sous licence qui sont peut-être probablement jamais réédités parce qu'il y a des problèmes de droit, et ça permet aussi de rejouer à ces jeux-là. Typiquement, rien que la Master System, il y a pratiquement aucun moyen légal de jouer à des jeux Master System aujourd'hui. Alors que là, j'ai pu me reconstituer ma Logitech des jeux que j'avais sur ma console. Et c'est quelque chose que je ne pourrais même pas faire légalement. Légalement. 2-3 jeux comme Alex Kidd ou Fantasy Star, il n'y a rien qui est dispo. Ou alors légalement, là on en vient, je prends un peu d'avance sur le sujet, mais on y reviendra, c'est sur le business des jeux rétro. Qui, alors là, pour le coup, ça devient du délire. Mais là, pour le coup, les éditeurs sont pas rémunérés. Hein, c'est juste une bande de spéculateurs, quoi. Hein, c'est le mot. Et les éditeurs ont rien à gagner là-dedans, quoi. Et d'ailleurs, pour rebondir sur ce que dit Stuff, que ça permet aussi de faire des découvertes de choses à côté desquelles on était passé à l'époque. Dans RetroPie, en fait, tu as une fonction jeu aléatoire. Ça. Et en gros, tu la lances et paf, ça te fait popper un jeu de toute ta collecte, et puis voilà, tu joues et puis tu découvres ce truc que tu connaissais pas forcément à l'époque, quoi. Ou dans Recalbox, ils ont mis un mode démo qui fait qu'aléatoirement, il va faire tourner un jeu comme ça. Et parfois, tu regardes ton écran et tu te dis ah merde, mais en fait, ça a l'air bien celui-là. Et si t'appuies au moment de la démo, en fait, il te met sur ce jeu, quoi. Donc c'est assez sympa. Pour moi, de toute façon, le tranchant est toujours, est-ce que ça nuit en soi au business? Est-ce que le piratage amène une nuisance au business? De fait, on voit que non, puisque les consoles mini, quand elles sont réussies, se vendent très bien. Les jeux réédités, quand c'est bien fait, marche très bien. La Sega Collection s'est très bien vendue, elle était très bien faite. Crash Bandicoot, quand ils ont Insane Trilogy, quand ils ont ressorti, ils ont fait du bon boulot. Quand la qualité est là, je veux dire, les gens payent de toute façon. Donc, puis ça reste aussi toujours à peu près les mêmes jeux qui sont réédités. Donc, il n'y a pas trop on va pas utiliser un Raspberry Pi pour jouer à Super Mario World, alors qu'il y a 100 000 façons d'y jouer aujourd'hui. Mais je veux dire, il y a tellement de jeux auxquels on peut pas jouer grâce à l'émulation que finalement, c'est comme on le disait pour le piratage de la musique, il n'y a pas de manque à gagner si de toute façon on n'aurait pas acheté vu que c'était pas dispo. Et en plus, ça va même au-delà, puisque en fait les gens qui sont derrière, c'est-à-dire que ce piratage n'est pas encore tombé justement dans une espèce de business model un peu crasseux, un business parallèle. C'est une niche de passionnés qui veut faire partager cette passion, et ça a été au point de faire ressortir des jeux qui n'ont pas eu le droit de citer, qui auraient dû sortir et qui ne sont pas sortis. C'est super intéressant. Ça a permis d'amener, il y a même d'avoir accès à une scène indépendante qui aujourd'hui continue à sortir des jeux sur Super NES et autres. Et ça incite en plus les éditeurs à sortir, les officiels à sortir aussi ce genre de jeux inédits, comme Nintendo l'a fait justement sur la Super NES Mini. Il y avait Star Fox 2 qui n'était pas sorti, qui avait été annulé. Donc c'est bien, ou sur la Mega Drive Mini qui va sortir, où il y aura donc ce fameux Tetris qui avait été interdit pour problème de droit de la licence Tetris.
c'est un jeu dont il existe 10 exemplaires, dont il existe 10 exemplaires aujourd'hui en circulation, donc c'est bien que ça incite aussi finalement les éditeurs à sortir un peu des mêmes jeux qui ressortent sempiternellement, donc c'est bien, ça apporte c'est de l'émulation au sens figuré du terme, c'est-à-dire que ça émule aussi les initiatives légales pour qu'elles soient de meilleure qualité, donc c'est bien. Et du coup, j'ai chamboulé un peu le plan, mais du coup, finalement, j'ai un peu rebondi. Enfin, j'ai en profité pour passer sur l'autre sujet, mais je trouve que voilà, ça a amené l'émulation, le fait de retrouver ces vieux jeux, a amené une sorte de devoir de mémoire, de moment où le jeu vidéo prend aussi conscience de ce qu'il est, c'est-à-dire que ça devient un art à part entière, on va pas se mentir, à l'image de la musique, du cinéma, et prend aussi la conscience qu'il faut le sauvegarder. Des assos commencent à se mettre en place pour sauvegarder. Demo 5. Alors, oui, on va en parler en conclusion, mais effectivement, ça me paraît important de parler Demo 5, mais je gardais un peu pour la conclusion. Mais voilà, et du coup, il y a une sorte de devoir de mémoire dans le jeu vidéo qui prend conscience de son histoire, de son passé, et du coup, on va parler maintenant un peu jeu. Et on va parler un peu des jeux marquants, des jeux, comme je vous avais mis, un peu incontournables. On va y mettre dedans, j'y mets aussi bien des jeux qui ont marqué l'histoire du jeu, et que c'est intéressant de voir, de faire une fois dans sa vie, parce que c'est des tournants du jeu. Et on va y glisser aussi certains jeux qui n'ont pas vieilli, enfin qui pour vous restent des coups de cœur, des indémodables, des trucs à faire absolument par un moyen ou par un autre. Mais bon, comme on l'a dit, hop, un petit Raspberry Pi, tout ça, et c'est réglé. Alors moi je commencerai un peu par une trinité qu'il faut tâter, mais peut-être pas plus, parce que je trouve quand même que ça, en dehors d'un, un peu vieilli, et c'est quand même un peu injouable et de la merde. Donc Pong, Pac-Man et Space Invader qui sont les 3 jeux qui ont créé le jeu vidéo finalement. Alors, encore qu'un Pac-Man, ça peut se refaire. Pac-Man, je trouve ça notamment, ça a bien vieilli. Pac-Man, ça a vieilli très bien. Alors, sur Retropie, j'ai fait ou Retropie, enfin bon, je vais prononcer à la française ce que je fais depuis le début. J'ai fait la version 3D. Qui était, mais c'est Pac-Mania ou non? Pac-Mania, en 3D isométrique. Mais il est super, en 3D isométrique. Il est vraiment cool. Je me suis bien amusé, enfin ça m'a occupé une partie de l'après-midi. Mais Pac-Man a très bien vieilli, je trouve. Oui. Même le vieux. Après, ça reste assez basique, mais je trouve qu'il a. Ça le gameplay Lego d'ailleurs, c'est marrant. Space Invaders, par contre, à l'inverse, c'est un petit peu plus quoi. Ouais, voilà. Space Invaders, faut le voir pour comprendre. Voilà, c'est ça, faut comprendre, c'est le premier. Vous n'avez pas y joué longtemps, ça c'est clair. Et Pong, j'en parle même pas, mais bon, il faut avoir vu ce qu'était Pong dans sa vie, parce que voilà. Alors après, j'ai mis la rupture sacrée, quoi. Le jeu qui va créer la console, enfin les consoles en général, quelque part pour moi, mais bon, Mario, quoi, parce que. Oui, il y a des départs de platformer, oui, il y a d'autres trucs qui ont marqué un peu l'histoire, ne serait-ce que même le Mario d'arcade amène quelque chose, mais je trouve que Mario, j'entends Super Mario Bros de la NES, c'est et ça se rejoue aussi très bien. Qui se rejoue très bien. Donc ça, si vous l'avez pas fait, c'est vraiment à faire. Alors un jeu que j'ai mis parce que c'est marquant dans l'histoire du jeu vidéo, ça n'est pas à refaire. Enfin, si vous n'êtes pas amateur, si vous n'êtes pas spécialiste, jetez un œil, à mon avis vous n'irez pas beaucoup plus loin, mais c'est le premier Dragon Quest. Alors, j'avais joué au premier Final Fantasy qui était sur la NES Classic Mini, ça a pris une sacrée mauvaise claque. Alors, pourquoi je le mets il faut comprendre que le jeu vidéo jusqu'ici, c'est une histoire, entre guillemets, c'est du skill et du die and retry. Le jeu vidéo, ça avance sur, il faut connaître le niveau par cœur, oui, il faut être doué, mais on est sur quelque chose qui est sur la performance. Les Américains, en réalité, vont créer les RPG, mais sous des méthodes soit plus textuelles ou autres, et ce que vont amener les RPG japonais, c'est d'être plus vidéoludiques. Mais la rupture du RPG, et c'est en ça que c'est très intéressant, parce que Dragon Quest est un peu le premier vrai RPG, gros RPG japonais. Ce que va amener le RPG, et ce qu'on n'a pas forcément conscience, nous en Europe, parce qu'on le ressentait moins, mais pour les Japonais, c'est les premiers jeux accessibles à tous, parce que un RPG, vous faites progresser vos personnages, et du coup, vous pouvez être très mauvais, juste en faisant progresser le personnage, vous pouvez être finalement meilleur que le jeu et y arriver. Donc voilà, donc c'est pour ça que je l'ai un peu mis.
Alors après, j'ai mis Metroid, que tu avais cité, parce que oui, c'est une révolution aussi dans le jeu vidéo, parce que on peut aller un peu partout. Premier jeu qui amène à, pour aller détruire une porte, il faut aller trouver un objet. Enfin, il y en a d'autres avant, mais c'est toujours pareil, c'est celui-là. Si on veut un truc un peu moins ardu, justement, il y a Super Metroid sur la Super NES qui est vraiment la même chose, mais en accessible. C'est-à-dire qu'il y a des sauvegardes, il y a des vraies sauvegardes, il y a une map. Il y a une map. On n'est pas obligé de dessiner la carte à la main, c'est déjà un gros. Il est plus joli. Et voilà. Mais le premier Metroid, pour ceux qui veulent vraiment un truc, revivre l'expérience de base, il est quand même toujours très 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 sympa à faire. Moi, c'est très paradoxal, mais alors. C'est même du rétro maintenant en fait. Il y a Metroid Other M qui a vraiment été super critiqué en fait quand il est sorti, et encore maintenant par pas mal de gens. Alors je sais pas si ces gens l'ont fait ou pas, mais moi je l'ai fait, en tout cas je l'ai fait en entier et je l'ai trouvé absolument génial en fait. Alors c'est pas effectivement, c'est pas dans les yeux du personnage et tout, ils ont justement repris le concept en 2D, mais avec des points de shoot en 3D qui sont super géniaux en fait. Enfin, l'alternance entre les deux est absolument extra. C'est un jeu qu'on doit à la Team Ninja et non pas à Nintendo, mais qui, si vous êtes fan de Metroid, essayez au moins de le faire et dites-moi ce que vous en pensez. Ne serait-ce que c'est un des plus intéressants en termes d'histoire, de ressenti, évolution du personnage. C'est un des plus étoffés à ce niveau-là. Après, il est très particulier. Je suis pas sûr effectivement qu'il plaise à tout le monde. Mais t'as raison, de toute façon maintenant ça commence on peut dire que ça rentre dans, moi, ça commence à glisser vers le rétro. Voilà. Ah oui, je comprends. Mais je suis d'accord, oui, le Super Metroid donne des bonnes bases à tout ça, et effectivement il est vraiment faisable aujourd'hui pour n'importe qui. Il est accessible. Et pour ceux qui aiment, puisqu'on parlait d'indé aussi, il y a Guacamelee qui reprend vraiment le concept de Metroid, et qui carrément le bonifie en fait. Enfin, c'est un truc de fou. Alors dans un univers complètement différent, mais tu vois que c'est des fans de Metroid qui ont fait ce jeu. Qui met du Street Fighter 2. Non, mais ça il est fantastique celui-là. Très très bon. Alors après, donc un jeu vraiment marquant aussi, un tournant, parce que c'est la création d'un un peu, alors même si le genre existe, je sais toujours pareil, mais c'est marquant pour ce genre et tout ce que ça va amener derrière. Mais Maniac Mansion, avènement du point and click, vraiment le gros boom. Je pense qu'avec ce jeu-là, ça devient la grosse explosion du point and click. Alors ne faites pas forcément celui-là parce que les énigmes sont vraiment tordues, il a vraiment vieilli, mais je pense. La suite. Soit la suite, ou soit, moi je dirais un petit Monkey Island. Monkey Island est très bien. Monkey Island, c'est déjà plus accessible, déjà moins. Parce que Maniac Mansion, il y a toute une dimension un peu à l'aveuglette de chercher un pixel qui est un petit peu dérangeant. J'avais essayé de le refaire, j'avais abandonné. Par contre, effectivement, les Monkey Island sont déjà plus accessibles. Et puis justement, dans Maniac Mansion, il y a eu un excellent remaster du deuxième des Tentacle. En version HD et qui est toujours aussi drôle et que j'avais refait récemment, qui est dans ce genre-là, qui est vraiment une des références. Ouais. Alors c'est là, ouais. Le point and click a l'avantage de rester assez accessible, je pense. Enfin, c'est tout à fait faisable aujourd'hui. D'ailleurs, ça existe encore plus ou moins. On le retrouve encore sur les tablettes. Oui, c'est ça. C'est revenu un petit peu avec les jeux. C'est un peu revenu. Avec les jeux d'objets cachés, ou je sais plus ce que c'était. Ouais, enfin voilà, oui, c'est un peu revenu d'abord sur les trucs internet finalement, où il fallait choper sur les jeux flash, machin. Mais voilà, mais je pense qu'effectivement, se refaire un petit Monkey Island. Avec une solution, parce qu'il y a des trucs alambiqués. Oui, mais voilà, ça le fait bien. Alors après. Et d'ailleurs, dans le genre, il y en a en parlant de Maniac Mansion, il y a un jeu récent qui est très très bon dans ce genre-là, qui fait beaucoup d'humour sur ce genre-là, c'est Thimbleweed Park. Oui. Qui est créé par les créateurs de Maniac Mansion original, donc, et qui fait beaucoup de références, justement, de gags sur le fait de chercher un pixel sur l'écran. Enfin, c'est beaucoup de trucs un peu de références qui est super. Alors, fantastique, vous le trouverez partout, Switch, Steam et compagnie. Alors, je crois par contre qu'il est qu'en anglais. Je crois pas non, je crois qu'il y a une version. Pas mal. Je l'ai en français. Mais ouais, effectivement. Alors après, j'ai mis parce que un peu porte-étendard du genre. Après, les amateurs de Sega s'y trompent pas forcément celui-là, mais moi j'avais mis Final Fight. Parce que emblématique beat'em all, parce que très beau à l'époque.
C'est tout à fait refaisable aujourd'hui. Moi, je trouve que c'est un style qui Oui, vieillit pas ça trop. défoule, ça défoule toujours autant, je trouve. Ouais, Il l'avait vraiment. ressorti sur GBA d'ailleurs. Ouais, et bah, allez, non mais passez le pas. Honnêtement, faites-vous un RetroPie, quoi. Chopez-vous les jeux et sur Mega Drive, sans modération, vous pouvez vous refaire la trilogie. Streets of Rage. Ouais, des Streets of Rage, qui pareil se refait super bien, quoi. Les musiques sont d'enfer, c'est vraiment génial. Alors après, bon, il y a plein d'excellents jeux, vraiment plein d'excellents jeux, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de révolution. On est sur des évolutions, les jeux se bonifient, les jeux sont meilleurs, du Super Ghouls and Ghosts, enfin voilà, du Sonic qui reste un Mario plus rapide et mieux, enfin et mieux, ça dépend des goûts, mais voilà, un peu autre. Mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de rupture. L'autre rupture du jeu vidéo, ça va être l'arrivée du FMV. Donc quand on va filmer les acteurs pour de vrai. Alors ça arrive avec le CD, avec plein de daubes, on va pas se mentir, mais pas que. Et donc moi, je trouve que l'emblématique du genre dans tout ce qu'il a symbolisé, c'est quand même le Night Trap. Ah oui. Ouais, c'est Night Trap. Night Trap. Et puis il y avait. T'avais le dragon. Attends, c'était quoi là Hit d'arcade, qui était quasiment qu'un dessin animé. Ah oui, Dragon Slayer. Dragon Slayer, t'avais Road Avenger sur Mega Drive, qui était bundlé avec la. Dans le genre FMV aussi, mais qui est, enfin là où les séquences en FMV sont plutôt des cutscenes intermédiaires. Il y a Wing Commander 3. Ah bah bien sûr. Ouais. Avec Mark Hamill, avec Malcolm McDowell, avec l'acteur qui jouait dans Indiana Jones et dans Le Seigneur des Anneaux, John Rhys Davies. Oui, qui jouait Gimli dans Le Seigneur des Anneaux. Il y a tout un casting, et celui-là, autant il y a quand même une bonne partie de ces jeux qui étaient joués avec les pieds. Et celui-là, je pense que c'est un des rares qui a peut-être pas trop mal vieilli au niveau du jeu d'acteur. Ils étaient plutôt bons en fait, donc ça allait. Mais le jeu en termes d'actorat est mieux que le film. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Et il y en a aussi un très bon, que j'avais beaucoup aimé à l'époque, et qui je pense, alors je n'ai pas joué depuis longtemps, et je pense que ça a mal vieilli au niveau 3D, mais l'histoire restait intéressante. Ça s'appelait Under a Killing Moon. Oui. Et qui était une espèce de point and click en la première personne en fait. Ouais. Et avec des séquences vidéo, c'était un peu genre Blade Runner, un peu le scénario, et c'était vraiment sympa à l'époque. Mais je pense que ça a prendre une mauvaise claque par contre aujourd'hui. Ouais, il y a pas mal de trucs qui seront plus compliqués à faire, pas que, enfin c'est à voir, mais des Seven Guests qui étaient assez intéressants, je sais pas si vraiment ça se refait. Moi j'avais adoré X-Files, le jeu en FMV à l'époque, je sais pas si aujourd'hui ça a vraiment un intérêt. Pour autant, Night Trap, moi je l'avais pas fait à l'époque parce que Night Trap c'est un jeu surtout méga CD. Je n'avais pas le méga CD, ça coûtait une blinde à l'époque. Qui est ressorti sur Switch là récemment. En plus. Ah oui, parce qu'il y avait une campagne Kickstarter qui avait en fait, le ressortir. C'est ça, et les mecs l'ont sorti. Là, il est même ressorti sur Switch. Donc rappelons pour l'histoire que Nintendo, Night Trap et Mortal Kombat sont à l'origine du Piggy. Et à l'époque, Nintendo, au procès, a bien dit Night Trap, jamais vous ne verrez ça chez moi. Voilà, donc il est sur Switch avec des meilleurs graphiques. Et en fait, c'est un vrai jeu. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, on ne fait pas que regarder les cinématiques. Enfin, c'est con, mais on change de caméra, il faut activer des pièges. Et finalement, on s'emmerde jamais dans le jeu. On joue tout le temps, donc c'est très sympa. Et ils ont ressorti aussi Dragon Slayer Trilogy. Et je crois qu'ils ont mis une sorte. J'ai pas encore vérifié, je l'ai pas encore fait, mais un mode un peu simplifié. Parce que le problème de Dragon Slayer, c'est que c'est un des. Il a pas C'était déjà le cas en fait. Il avait ressorti il y a une dizaine d'années sur Xbox. C'est ça, sur Xbox. Sur Xbox 360 et t'avais effectivement un mode où il t'indiquait en fait le mouvement à faire à l'écran parce que sinon c'était même pas parce qu'en fait la bande d'arcade de Dragon Slayer ne t'indiquait, mais c'était du quick time event, mais t'avais même pas l'indication à l'écran de ce qu'il fallait faire. C'était à toi de deviner ce qu'il fallait faire au bon moment. C'est un jeu d'une incroyable beauté, c'est un dessin animé. Le jeu est magnifique, il a pas vieilli, du coup graphiquement, enfin ça reste très beau quoi. C'est bon. Voilà, mais c'était injouable. C'était injouable pour ceux qui ont essayé à l'époque. Moi, je l'ai eu sur, je sais pas, une Atari ST, un truc comme ça, quoi. Mais
J'ai jamais passé le 3e tableau, je crois. Parce que, surtout qu'en plus, c'était à l'origine, c'était sur Laserdisc, ouais. La borne d'arcade, et du coup, ça mettait des plombes à charger le niveau suivant. C'est ça. Donc, alors, ouais, dans cette série-là, il y a un truc qui me vient à l'esprit, c'est, je sais pas si vous vous souvenez, alors si je me trompe pas de titre, Microcosmos, un shoot qu'on avait sur Amiga CD32, où en gros, tu étais dans un vaisseau qui naviguait dans le corps humain, et en gros, les mecs, t'avais tu naviguais dans des images de synthèse où tu allais dans des veines, machin, etc. Enfin, plus ou moins ce que j'ai en mémoire, hein, ça trahit peut-être l'original, mais en gros, on te passait un film en arrière-plan, et puis bah, t'avais des vaisseaux qui arrivaient, puis il fallait tirer dessus, machin. Mais le jeu était intégralement en FMV, et puis ton action sur le déroulement des choses était assez... Enfin, voilà, le graphisme était vraiment accessoire, quoi. Pour le coup, c'était un film, quoi. Alors le FMV, ça sera peut-être moins... C'est quand même un jeu très, très PC, ça sera peut-être moins émulé sur des Recalbox ou autre. Par contre, ça sera très bien émulé, vous pourrez les trouver sur PC, maintenant en plus gratuitement, souvent sur des sites. Donc faut pas hésiter, je trouve, à aller jeter un petit coup d'œil, parce que c'est très accessible, en fait. C'était pour pas la forcément science. Des jeux... Ouais, pour la science, et puis bon, voilà, il y a... Bon, vous avez échappé. C'est ça, jete un coup d'œil à MacDuck Glory, là, un truc comme ça. Jeu totalement kitsch, mais que tout le monde a voulu faire en arcade, parce que voilà, c'était le Trip Cowboy et c'était fantastique. Ouais, je sais plus, MacDuck Glory, je sais plus comment il s'appelait. Je crois que c'était ça. Ouais, c'est ça, hein. Mais bon, c'est bidonnant.